bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, Cueilleurs d'essence. C'est un joli nom, on peut dire, pour désigner ceux qui, dans leur quotidien, sont aussi des collecteurs de sens, au contact du monde végétal, dont ils recherchent, découvrent et même perçoivent les contours sensibles et olfactifs. Alors, des responsables de collections botaniques aux arpenteurs du monde en quête d'essences naturelles appelés à composer des parfums, en passant par des artistes qui succombent aux subtils effluves, entrons ce soir avec nos invités dans des récits botaniques et olfactifs. Une autre façon aussi, peut-être pour vous, de questionner ce rapport à la nature, aux odeurs et aux essences, et de puiser dans nos cultures, nos histoires, dans votre patrimoine aussi peut-être personnel, familial. Ça peut faire remonter beaucoup de choses en vous pour dessiner ces contours de cette connexion avec le monde végétal. Avec nous, Julie Fortier, donc artiste plasticienne. On peut préciser que vous enseignez à l'École des Beaux-Arts de Rennes et vous êtes diplômée depuis 2015 de l'école de parfumerie Le 5e Sens, une école qui se trouve à Paris. Dominique Roch, sourceur en pharmacie. Et on peut mentionner le très beau livre en parfumerie. Oui. Ah non, j'ai dit pharmacie, pardon. Sourceur en parfumerie, bien évidemment. Auteur du très beau livre que je recommande parce qu'il se lit comme un roman. Cueilleurs d'essence aux sources des parfums du monde, un livre paru aux éditions Grasset. Et puis Marc Pignal, vous êtes botaniste, ancien responsable scientifique de l'herbier national du Muséum d'histoire naturelle, spécialiste des orchidées et arpenteur du monde. On peut préciser que vous êtes aussi coordinateur de la plateforme Les Herbonautes, un herbier numérique collaboratif citoyen. Et je rappelle au public que vous pourrez bien sûr poser vos questions dans le dernier quart d'heure de cette soirée. Alors tout d'abord, peut-être pour, je pense, entrer, mais c'est presque une nécessité, entrer dans votre univers, dans vos mondes. Vous pouvez peut-être nous décrire chacun ce qu'est votre métier, tout simplement, parce que ça peut aussi nous intriguer. Julie Fortier, allez, si vous deviez décrire ce que vous faites. Donc, je suis artiste plasticienne et la problématique que j'ai quand je travaille avec les odeurs, c'est de trouver une forme pour exposer ces odeurs, car les odeurs sont volatiles et l'exposition s'inscrit dans la durée. Donc, mon défi à moi, en tant que plasticienne, c'est de trouver une forme pour induire une attitude pour pouvoir recevoir les odeurs et pour pouvoir faire l'expérience de ces odeurs. Voilà, c'est à peu près... Donc, je développe toutes sortes de matériaux, je travaille avec toutes sortes de matériaux pour permettre la diffusion de ces odeurs dans l'espace d'exposition. Alors, on peut peut-être ajouter quand même, Julie Fortier, la nature, le paysage était déjà présent dans votre travail. Vous êtes d'origine canadienne, je le précise parce que ce n'est pas rien. Il y a aussi beaucoup de choses dans votre mémoire et dans votre patrimoine personnel et que vous êtes venu à cet univers des odeurs en 2012-2013 par la nature. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en 2012-2013, il y a eu un grand bouleversement parce que j'ai eu des enfants et je me suis beaucoup interrogée sur la question de la mémoire, de la transmission et cette question des odeurs de la nature que moi j'avais, qui m'ont permis de grandir et tout ça, me posait question par rapport à ce que j'allais transmettre à mes enfants. Et c'est par la nourriture, par la nature que je suis entrée dans le monde des odeurs et que j'ai choisi de faire cette formation de parfumeur pour être indépendante pour la réalisation de mes projets. Marc Pignal, alors botaniste. Alors oui, botaniste, mon travail c'est de décrire la biodiversité végétale. Ça se situe très très en amont de la botanique puisqu'il s'agit déjà de faire un inventaire des espèces végétales, de pouvoir les décrire d'un point de vue morphologique et puis de pouvoir aussi évaluer leur diversité, leurs menaces. Et une partie de mon travail aussi, c'est de conserver les plantes, non pas dans la nature, mais dans les collections naturalistes, de façon à en garder la mémoire aussi, et de pouvoir jongler sur les travaux qu'ont pu faire tous nos prédécesseurs depuis 250 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier? J'ai commencé par l'horticulture. Donc, j'étais d'abord sensible à l'aspect esthétique des plantes. Et puis je me suis aperçu que finalement les formes c'était très intéressant et que même si c'était des fleurs toutes petites, comparer les formes entre elles c'était absolument fascinant. Et pouvoir organiser après ce que les botanistes ont fait depuis des siècles, de pouvoir organiser le monde végétal par les ressemblances et les dissemblances des différents végétaux,
que c'était une belle organisation du monde, donc ça m'a plu. J'ai continué. Donc un botaniste décrit les plantes, mais est-ce qu'il va jusqu'à renseigner les odeurs? Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Justement, nous, ce qui nous intéresse pour pouvoir décrire un végétal, c'est la fleur. Parce que c'est la fleur qui contient les structures, les étamines, l'organisation de la plante. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire telle plante appartient à telle famille. Et là, il y a deux choses qui interviennent très peu. C'est la couleur et l'odeur. L'odeur, parce que vous allez faire sentir une fleur à 10 personnes et ils vont tous vous donner un nom différent. Ça sent le citron, ça sent le pec citron, ça sent... Voilà, on peut... C'est très, très subjectif, les odeurs. C'est très intéressant, mais c'est subjectif. Donc, ce qui est important, c'est cette histoire de forme. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc j'ai perdu mon fil. Ça reviendra, ça reviendra. Pas les odeurs, pas les couleurs qui décrivent. Ah oui, et quand on se retrouve en forêt tropicale, malheureusement, les fleurs, elles sont tout en haut, à 15 mètres, 30 mètres de haut. Et il m'avait été donné de travailler avec des techniciens forestiers. Et eux, ils repéraient les arbres aux odeurs. Donc en Guyane, on donnait un petit coup de machette sur le tronc, et puis on mettait notre nez sur le tronc et on repérait des odeurs. Donc il y avait des odeurs que les forestiers appelaient les odeurs petits pois. Donc ça sentait le petit pois, et en fait c'était des plantes de la famille des légumineuses, donc qui marchaient comme ça. Les forestiers étaient de culture Saramaka, qui est une des ethnies de Noirs-Marrons qui se sont installés en Guyane. Ils avaient aussi leur propre nom, donc on notait, et c'est la première approche dans une forêt tropicale, c'est ce qui est à notre niveau, et ce sont les odeurs. Dominique Roch, c'est quoi être un sourceur? Ben alors c'est très simple, je fais partie des gens qui doivent approvisionner l'industrie du parfum en matière naturelle. Donc tout le monde sait que les parfums sont constitués à la fois de molécules synthétiques et aussi de produits naturels. Alors là, il y a des immenses débats sur qu'est-ce que c'est qu'un bon parfum, est-ce qu'il peut être bon quand il est que synthétique, est-ce qu'il devrait être tout naturel? Enfin, disons que dans ce qu'on appelle la parfumerie fine, il y a des produits naturels dans la majorité des parfums, en tout cas de tous les grands parfums, et souvent il y en a beaucoup. Donc c'est une palette de 150 ou 200 différents produits qui sont dans 40 ou 50 pays du monde. Et donc voilà, il y a ce travail d'aller approvisionner. C'est un travail à la fois très traditionnel parce que, je pense qu'on y reviendra, mais il y a des produits là-dedans qui racontent l'histoire de l'humanité, donc qui sont extrêmement anciens. Puis il y a des découvertes plus récentes, il y a des choses sauvages, il y a des choses qui sont cultivées. Voilà, il y a une énorme diversité. Donc je me suis passionné et voué depuis longtemps, un peu plus d'une trentaine d'années, à cette quête. C'est un peu une quête. Alors, très prosaïquement, ce que je fais, avant, on appelait ça un acheteur. Maintenant, on a la gentillesse de dire un sourceur. C'est un peu plus riche, mais je détaillerai peut-être, on y reviendra sur pourquoi c'est intéressant d'évoluer, de ne plus être seulement un acheteur et de devenir un sourceur. En tout cas, on va comprendre avec vous que c'est un métier aussi aux multiples facettes. Donc, dénicher les meilleures productions, tisser des liens avec les cueilleurs, les planteurs, les parfumeurs, sécuriser aussi, ce que vous expliquez très bien, la palette des parfumeurs. Qualité, quantité, origine, noblesse. Et puis, vous êtes confronté aussi à des réalités politiques, sociales, économiques différentes aussi de pays en pays. Oui, alors il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que on me demande souvent, mais c'est où les pays les plus riches en plantes aromatiques, etc. Bon, il y en a partout, mais incontestablement, il semblerait que le règne végétal fait que plus on se rapproche des tropiques et de l'équateur, et plus on trouve des choses qui sentent beaucoup et fort. On a peu d'ingrédients qui viennent de Norvège, on en a énormément qui viennent d'Indonésie, d'Inde, du bassin méditerranéen. Donc, évidemment, puisqu'on parle de tropiques, on va parler de pauvreté. On a des... C'est bon, je suis trop près. On a des ingrédients qui viennent de pays comme Haïti, beaucoup d'ingrédients qui viennent de Madagascar, dont la fameuse vanille.
Et évidemment, ce métier expose à des réalités très brutales, qu'on connaît tous, qui sont les réalités de pays tropicaux, subtropicaux. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand on a une certaine sensibilité à tous ces sujets, de se retrouver en position justement d'acheteur dans ces pays et d'être confronté à des situations qui sont extrêmement dures. Moi, j'ai vécu ça sur la vanille, le sort des enfants ou des femmes de Madagascar, et puis peut-être ce qui est l'exemple malheureusement ultime, qui est ce malheureux pays de Haïti, qui est dans un état de délabrement, de pauvreté, et depuis peu en plus complètement rançonné par des gangs, où là, parfois, on en arrive à se demander ce qu'on fait là et pourquoi, et est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose. Est-ce que vous êtes nombreux à exercer ce métier? Oh oui, je ne vais pas dire que je suis le seul sourceur à la surface de la Terre. Ceci dit, la parfumerie, c'est à la fois un gros business et c'est pas un métier gigantesque. Donc je dirais qu'il y a peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de personnes qui font ça. Ah, il n'y en a pas tant que ça non plus. Allez, petite question personnelle. Votre dédicace, vous dites « à mon père qui m'a montré le chemin des arbres ». Est-ce que c'est lui qui vous a donné envie d'aller sur ce terrain-là? Non, alors il m'a effectivement donné le goût des arbres. Il avait été bûcheron. Moi, j'ai été bûcheron aussi. Et finalement, dans mon parcours qui a été fait de rencontres et de hasard, j'étais très sensible aux choses de la nature. Et je pense qu'il n'y a rien qui ne le représente mieux que les arbres. Et quand j'ai rencontré l'univers du parfum, j'ai tout de suite été frappé par cette chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'au fond, les ingrédients, ils viennent tous du temps long et lointain de la nature ou de l'agriculture, pour aller dans le temps complètement éphémère du flacon de parfum. Et cette dichotomie, presque cette contradiction, m'a toujours énormément frappé, et j'ai eu à cœur de rapprocher les deux, c'est-à-dire de faire comprendre à quel point le parfum, qui est toujours considéré comme un luxe et quelque chose un aboutissement artistique et un symbole de luxe, ne l'est que parce que justement les ingrédients qui rentrent dans sa composition le sont eux-mêmes. Mais cette découverte de la noblesse des ingrédients, elle est très récente. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Et donc, il reste énormément à faire. Une Absolute Jasmin, c'est aussi luxueux qu'un Chanel numéro 5. C'est simplement une façon différente de regarder les choses. Julie Fortier, les arbres, ça vous parle, je crois. Oui, complètement. Moi, j'ai grandi dans les arbres. Mais vous parliez qu'il y a ce temps long qui ramène à un parfum qui devient extrêmement éphémère, volatile, mais qui s'inscrit dans la mémoire de manière durable. Parce que la mémoire olfactive, c'est une mémoire qui est indélébile. Et c'est ce qui est très, très beau, en fait. C'est que quelque chose d'extrêmement futile, d'extrêmement volatile va nous marquer, va profondément, et une odeur qui nous marque, on ne l'oubliera jamais. Et si vous la ressentez dans un autre contexte plus tard, vous allez dire, oui, je connais cette odeur, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle une situation. Il va y avoir des images, et c'est ça qui est extraordinaire dans le travail des odeurs. Et les arbres, oui, c'est absolument fabuleux, parce que c'est vertigineux. Pour moi, ce sont des personnes, ce sont des présences, ce sont plus que des personnes, ce sont des êtres en fait qui nous dépassent et qui déjà dans l'espace et aussi dans le temps. Et j'ai toujours eu énormément de respect pour les arbres, et moi aussi ça me bouleverse. Oui, Marc Pignal, allez-y. J'ai été frappé par une remarque de Dominique à propos justement de la matière première qui va jusqu'au parfum. C'est une démarche aussi qui ressemble beaucoup à la démarche de l'ethnobotanique. Alors, je suis botaniste, je ne suis pas du tout ethnobotaniste, mais c'est des choses pour lesquelles je me sens très concerné. Aujourd'hui, l'approche culturelle de l'ethnobotanique est de recueillir tous les objets qui vont depuis la plante qui sert à fabriquer l'objet jusqu'à l'objet terminal. Et je ne suis pas sûr que notre collègue Serge Bahuchet a pensé à éventuellement renseigner les parfums. C'est-à-dire, ce serait intéressant d'avoir un échange avec lui pour pouvoir enrichir les collections du muséum dans cette partie qui est une partie
la relation entre l'homme et la plante. C'est une chose, à mon avis, intéressante. C'est une question que je voulais effectivement vous poser à un moment, Marc Pignal, c'est vraiment de savoir est-ce que aujourd'hui, avec cette évolution et nos connaissances, est-ce que vous allez jusqu'à renseigner les parfums? Mais non, les botanistes restent encore sur la simple description, c'est ça? Alors, attention, c'est pas péjoratif. Hein. Une description n'est jamais simple. Non, je sais bien. Non, lorsqu'on récolte un végétal pour pouvoir l'étudier, on a intérêt à noter tout ce qui l'environne. Donc, qu'est-ce qui l'environne? Il l'environne d'abord, c'est son milieu naturel. Hein, est-ce que la plante pousse dans une forêt ou dans une dune? C'est quelque chose d'important. Après, lorsqu'on fait un herbier, on prend un morceau de la plante. Donc, il faut montrer aussi ce qui disparaît lorsqu'on prend le morceau de la plante. Si je prends un bout d'arbuste ou un bout d'arbre, je ne saurais pas forcément si c'était à l'origine un arbre ou un arbuste. Et puis aussi, il faut essayer de renseigner tout ce qui disparaît, donc la couleur dont je parlais tout à l'heure, les odeurs autant qu'on peut le faire avec la subjectivité que l'on possède. Et puis aussi, lorsqu'on a la chance d'être avec des collègues, des gens qui vont nous faire découvrir les aspects culturels liés aux plantes, tout ce qui est le nom local. Et puis réfléchir un petit peu sur le nom local, dans quelle langue. Lorsqu'on désigne une plante, on ne désigne jamais toute la plante, on désigne un morceau de la plante. Alors est-ce que ça désigne l'arbre? Est-ce que ça désigne le fruit? Après, il y a les multiples usages qu'on peut faire, mais c'est intéressant, mais ce n'est pas uniquement ça. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qui vous a dit ça et en quoi cette personne a une compétence pour vous dire ça. Est-ce que c'est l'homme de la rue ou c'est un chaman qui connaît son affaire? C'est un agriculteur qui connaît aussi très bien ses plantes. Et donc, la donnée qui accompagnera la plante, elle sera intéressante si on arrive à documenter qui l'a apporté, cette donnée. Et on le fait aussi dans le cadre de notre botanique plus traditionnelle, enfin plus classique, c'est-à-dire souvent dans nos herbiers, on détermine des spécimens, mais on indique qui l'a déterminé. Et si c'est moi qui ai déterminé, je ne sais pas moi, un arbre du Pérou, où je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de groupe, ben, mon expertise ne sera pas très bonne. Par contre, une orchidée de Nouvelle-Calédonie, là, je pense que je suis peut-être meilleur. Voilà. Donc, signer une détermination, signer l'origine de la donnée, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que les techniques que vous employez ont évolué ou alors vous restez sur des techniques qui sont celles de la création de la discipline? Alors, elles ont un petit peu évolué parce que maintenant, on s'intéresse aussi aux aspects moléculaires, en particulier l'ADN, mais les pratiques de récolte sont toujours les mêmes, finalement. On n'a pas beaucoup changé. Et puis, le principe aussi, c'est de ne jamais faire confiance à un botaniste. C'est-à-dire que si on fait un herbier, c'est justement pour qu'on puisse réexaminer ce qui a été récolté il y a peut-être 200 ans, qui a été nommé d'une certaine façon, mais nous, on peut, parce qu'on a la preuve, on peut la redéterminer, on peut la réexaminer, et on peut la décrire de nouveau dans un contexte scientifique différent parce qu'il a évolué. Et ça, c'est très, très important. Et une photographie ne permet pas forcément de faire ça. Il faut vraiment avoir le spécimen entre les mains et puis éventuellement le ramollir, le disséquer pour pouvoir examiner vraiment ses pièces internes. Donc la récolte, elle est technique, mais je crois qu'elle peut être aussi sensuelle quand même hein, sur le terrain. Sur le terrain, oui, qui s'y frotte, s'y pique. Quelquefois, quand on ne connaît pas très très bien la flore d'un pays, on a nos visions habituelles. Hein. On dit l'ortie, ça pique. Cette plante-là, c'est pas une ortie, donc ça ne pique pas. Puis quand on met le doigt dessus, on s'aperçoit que si, ça pique et ça peut faire très mal. Donc voilà, c'est aussi un aspect très sensuel de la... Mais récolter des plantes, ça peut être très sensuel aussi parce que, bon, on a l'herbier sec en produit final. Il y a une odeur d'ailleurs, hein, on pourra en parler. Il y a une odeur de remugle, oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la fleur, on va la décortiquer, on va l'observer, on va regarder comment elle est constituée avant qu'on l'aplatisse, parce qu'il y a un volume qu'on va perdre, donc il faut déjà profiter de ce volume. Si on note les odeurs, d'ailleurs, les odeurs des fleurs, elles évoluent dans la journée. Hein. Je me souviens d'une orchidée, un Epidendrum falcatum.
tout le monde avait mis son nez dessus, ça sentait rien. Et puis, la nuit, ça s'est mis à sentir, sur le coup de 2 heures du matin, et le lendemain, tout le monde avait un mal de tête épouvantable. Ça sentait très bon, hein, mais un peu fort quand même. Dominique Roch, c'est intéressant parce que on voit bien que selon que l'on récolte telle ou telle fleur dans tel ou tel pays ou sous tel climat, les odeurs ne sont pas les mêmes. Oui, alors très intéressant, je rebondis sur ce que dit Marc, par exemple le jasmin, grande fleur de la parfumerie, le jasmin ne sent jamais meilleur qu'aux dernières heures de la nuit. Et dès que le soleil se lève, il perd progressivement de la puissance de son odeur. En fait, et c'est vrai pour la rose aussi, le soleil joue un rôle d'alambic, il joue un rôle de distillateur. Donc la plus belle essence de rose, même chose, elle est sur des roses à peine ouvertes qu'on cueille avant que l'essence ait pu commencer à s'évaporer au soleil. Donc oui, il y a ce comportement des fleurs avec le climat qui est très très important. Alors comment on fait pour capter la plus belle essence, c'est-à-dire le moment justement où l'odeur est à son maximum? Il y a des techniques pour ça? Non, je crois pas qu'il y ait des techniques. Alors, tout ça est une affaire de faire quelque chose une fois dans un coin, une petite expérimentation, ou en faire quelque chose d'assez large. Donc, l'essence de rose, par exemple, c'est un très grand produit. Bulgarie, Turquie, on en produit plusieurs tonnes. Comme il faut ramasser 1 million de fleurs à la main pour faire 1 kilo d'essence, ça donne un petit peu une idée de l'échelle. Donc ce qu'on fait, par exemple, c'est que les producteurs, les distillateurs d'essence de rose savent très bien qu'il faut que leurs équipes de ramassage commencent à peu près à 5 heures du matin et il ne faut pas ramasser après midi. Donc, bien sûr, les fleurs cueillies à 5, 6 heures, 7 heures du matin sont les meilleures, mais il faut arriver à faire quelque chose qui permette quand même de ne pas avoir à laisser la moitié des fleurs non ramassées. Alors, quelles sont les odeurs qui vous touchent, d'ailleurs, et celles qui vous agressent? Je poserai la question à tout le monde. Hein. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'on sélectionne des fleurs pour le parfum, enfin des produits pour le parfum. D'une façon générale, ils sont tous merveilleux. Il faut dire ce qui est. Je vais donner l'exemple des essences d'arbres, le baume Pérou, le benjoin, l'encens. Je crois que n'importe qui, je ne sais pas si on aura le temps de sentir quelques trucs tout à l'heure, mais tout le monde tombe à la renverse de ces odeurs. Alors ceux qui sont plus sensibles aux odeurs chaudes, vanillées, vont dire ah, mais il n'y a rien de plus beau que le baume Pérou. Les gens qui sont plus dans l'élévation de l'âme vont dire mais non, c'est l'encens, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et puis après, moi je vais dire le jasmin, pour moi, l'odeur d'un extrait, d'une fleur de jasmin déjà, et d'un extrait, ça monte directement au cerveau sans aucun filtre, aucune barrière, et ça vous tétanise pratiquement. La rose, on pourrait rester pendant des heures à décrire toutes ces facettes qui sont absolument incroyables, et puis vous revenez le lendemain, ça sent plus la même chose, etc. Donc on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. J'ai pas beaucoup d'exemples d'odeurs repoussantes. Il y avait avant, dans la palette de la parfumerie, les produits qu'on appelait animaux. Alors il y avait quelques-uns qui sont restés connus, des civettes, il y avait des muscs qui étaient faits à partir d'une glande du chevrotin de l'Himalaya. Bon, progressivement, la réglementation a banni ces produits, donc on ne les fait plus aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui reste d'un peu perturbant en parfumerie? Il y a l'odeur de l'ambre gris. Donc l'ambre gris, ça c'est une sécrétion naturelle du cachalot. Donc ça, on continuera à l'utiliser parce que on ne met pas du tout en danger le cachalot, mais c'est compliqué, c'est des approvisionnements irréguliers, c'est des choses qu'on découvre au hasard sur les plages. Et puis il y a un produit absolument extraordinaire qui s'appelle le oud, qui est donc le produit d'un arbre qui s'appelle l'Aquilaria du sud-est asiatique. Et cet arbre a la particularité, pour se défendre quand il est agressé par des insectes, de transformer son bois. Il y a des processus qui se mettent en œuvre et qui font qu'il se forme des nodules de bois très chargés de résine. Quand on prend ce bois et qu'on le brûle, qu'on respire sa fumée, et encore plus quand on le distille, on a des odeurs que selon votre goût et votre appréciation, vous allez dire mais c'est abominable, ça sent la biquette, et d'autres vont dire c'est l'odeur la plus fantastique que j'ai jamais sentie. Et alors on dit dans tout ce qui a été écrit sur le oud que Bouddha avait dit que le oud c'était l'odeur du nirvana. Donc voilà, on voit bien là jusqu'où on va.
Julie Fortier, vous, ces odeurs d'animaux, de fourrure, je crois que ça vous parle en fait, hein. C'est ce qui vous motive même dans vos réalisations. Oui, tout à fait. En fait, je travaille beaucoup sur des questions de métamorphose, en fait, et comment le végétal contient déjà sa part animale, et même dans les odeurs animales que j'utilise, parce que j'en utilise encore. Vous n'avez pas mentionné l'Hieraceum, qui est un de mes préférés, et qui est difficile à décrire, mais c'est de l'urine de rongeur qu'on récupère. C'est un rongeur qui a la particularité d'avoir une urine qui est gélatineuse, qui vit en communauté et qui urine toujours au même endroit, et ça fait des concrétions, des espèces de cailloux qu'on récupère et qu'on dissout dans l'alcool, et on s'en sert en fait. Et ces odeurs animales qui sont très très fortes, on les utilise souvent avec beaucoup de parcimonie, et et elles viennent donner en fait cet effet naturel, et elles viennent structurer et apporter une certaine forme de lustre sur les parfums. C'est comme quand on cire les chaussures et qu'on finit bien le cirage, c'est bien lustré et c'est beau. Mais souvent les notes animales apportent ce côté lustré aux odeurs et apportent cet effet de chaleur et de naturel. Et c'est assez intéressant de travailler sur ces différentes métamorphoses des ingrédients. Mais pour revenir aux fleurs qui fleurissent à 2 heures du matin, souvent aussi c'est parce qu'elles attirent le pollinisateur qui va permettre de leur reproduction. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte, et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, de produire des odeurs qui vont être diffusées à des heures différentes, à l'heure où les fleurs ou les arbres diffusent les odeurs, pour que le parfum corresponde au moment où on le sent. Alors peut-être juste un point avant de donner la parole à Marc Pignal. Ces parfums, pour vous, c'est une nouvelle façon de donner à voir et à percevoir. Et vous avez éprouvé le besoin de travailler avec un chimiste quand même, qu'on peut mentionner, hein, je crois. Oui, je travaille avec le chimiste Olivier David, qui travaille à l'Institut Lavoisier à Versailles, avec qui on développe toutes sortes d'ingrédients. Nous, on fait de l'expérimentation, hein, ça à une autre échelle, et c'est à une très petite échelle, mais on essaye de développer toutes sortes de recherches, justement pour découvrir des nouvelles possibilités, des nouvelles molécules, à partir de laquelle Olivier va pouvoir travailler. Mais je me rappelle plus c'était quoi la première question. Je disais que vous aviez éprouvé justement le besoin de vous associer avec un chimiste, oui, tout à fait, pour mieux rendre dans vos œuvres cette façon de donner à voir et à percevoir, parce qu'il y a le public aussi en bout de chaîne quand même. En fait, ce qui m'intéresse dans les odeurs, c'est que je contrôle pas beaucoup de choses entre la manière dont les ingrédients, les odeurs vont voyager dans l'espace et ils vont prendre possession de l'espace d'une journée à l'autre. Ça va changer en fonction de la température, de l'humidité. Et je contrôle pas du tout l'effet que ça va produire sur le spectateur, parce que chacune a son histoire personnelle, et les odeurs peuvent, pour certains, les calmer, et pour d'autres, au contraire, ramener à des souvenirs douloureux. Et ces images qui sont provoquées par les odeurs vont être une partie de l'œuvre, mais chaque perception va être extrêmement subjective, encore une fois. Voilà. Marc Pignal. Oui, les plantes, elles font pas des parfums pour faire plaisir aux parfumeurs. Elles font des parfums parce que c'est intéressant dans leur cycle de vie. Ça peut attirer un pollinisateur, ça peut effectivement faire peur à certains prédateurs. Donc c'est intéressant. Donc ce que j'aime bien dans certaines plantes, c'est que quelquefois leurs parfums ne sont pas du tout agréables. Mais si on réfléchit à leur, je ne veux pas dire stratégie, mais lorsque une plante est pollinisée par une mouche, il vaut mieux avoir une fleur qui va produire une odeur de chair en putréfaction plutôt qu'une odeur de jacinthe, de muguet ou d'ylang-ylang. Voilà, on est dans une autre biologie, c'est la biologie qui prime sur l'aspect très subjectif des parfums. Dominique Roch, je reviens vers vous parce qu'on a compris à travers les propos de Julie Fortier qu'un parfum, une odeur, ce sont aussi des souvenirs, c'est très très personnel. Vous n'avez pas osé parler du muguet et de la lavande. Et pourtant, ça remonte à l'enfance. Oui, alors ça, je crois que c'est... Julie pourrait sûrement en dire encore plus que moi. Je crois qu'on est tous marqués. On a tous des choses qui nous collent avec nous depuis l'enfance. Moi, voilà, c'est l'odeur du muguet. On habitait en face de la forêt de Rambouillet. À l'époque, il y avait des masses et des masses de muguet au mois de mai. Et il se trouve que le parfum que portait ma mère, c'était Diorissimo,
qui est assez amusant. C'est un très beau parfum qui sent très fort le muguet, bien qu'il n'y ait pas de muguet dedans, puisque le muguet fait partie de ce qu'on a coutume d'appeler les fleurs muettes. C'est-à-dire, elles ne sont pas muettes du tout, elles sentent très bon, mais on ne sait pas techniquement réellement capter leur parfum, en tout cas pas dans des conditions économiques. Alors, dans cette série des fleurs muettes, vous avez le muguet est la plus célèbre, mais vous avez le lilas, vous avez la giroflée, le chèvrefeuille. Voilà. Alors ça, souvenir très fort de muguet, et puis la lavande, où là, je pense que je partage ça avec une bonne partie de la population française, où beaucoup d'entre nous sont marqués par ce souvenir, tous ceux qui ont un peu vécu ou été en vacances dans le sud, des armoires à linge pleines de sachets de lavande comme nos grands-parents le faisaient, et qui sont des odeurs qui, alors c'est exactement ce que disait Julie tout à l'heure, qui 50 ans après nous sautent à la gorge dans une pièce en ouvrant une porte. Alors on peut partir chercher des marchandises, mais on revient la plupart du temps avec des histoires. Est-ce que dans cette façon d'arpenter le monde, d'être en quête, ou les uns et les autres, de ces essences, alors peut-être que vous cherchez aussi de nouvelles essences, est-ce que c'est possible ou pas, de nouvelles espèces, qu'est-ce qui peut-être vous a le plus ou marqué, ou que vous voudriez partager avec le public ? Ce que j'ai envie de partager, c'est une émotion incroyable que j'ai mis un peu de temps à comprendre et à formaliser, c'est-à-dire, et que je vais illustrer par l'encens et le cèdre. C'est-à-dire que on se rend compte que on a commencé, donc l'encens, c'est un arbre qui pousse dans la corne de l'Afrique de façon un peu cachée, pas très accessible. Et on sait, par les recherches archéologiques, qu'on gémait déjà des arbres à encens. Donc gémer, hein, c'est vraiment faire les incisions pour faire sortir que l'arbre exude sa gomme. On faisait ça il y a 5000 ans. 5000 ans. Et que c'est à peu près à la même époque qu'on a commencé à couper les premiers cèdres du Liban. Et quand on coupait les cèdres du Liban, c'était autant pour la qualité du matériau, hein, le temple de Salomon, il voulait avoir des colonnes absolument magnifiques et solides, mais il voulait aussi que son temple sente extrêmement bon. Et donc, le parfum est à l'origine de l'humanité. Ça fait partie, je crois qu'on peut dire, les archéologues de plus en plus nous disent ça, plus on remonte, plus on trouve, on voit que l'une des premières préoccupations des hommes, c'est de s'enivrer ou de se droguer. On choisit le mot qu'on veut. Donc à chaque fois qu'on fouille, on trouve des vins et des bières encore plus anciens, bien entendu des cérémonies ou avec les champignons hallucinogènes, etc. Et surtout faire brûler ce qui sentait bon. C'est-à-dire que la première façon de capter le parfum, c'est de faire des bûchers de genévrier, des bûchers de cèdre du Liban, et puis des bûchers, là en l'occurrence, c'est des fumigations d'encens. Donc c'est vertigineux, ça nous accompagne, le parfum nous accompagne depuis l'origine de l'humanité. Ça me touche profondément parce que c'est de l'archéologie vivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça je l'ai vu et ça a été assez bouleversant, on va au même endroit que les troupes de la reine Hatshepsut et on trouve les mêmes gémeurs d'encens avec le même outil qui a 5000 ans, au même endroit dans la corne de l'Afrique. Autrement dit, rien n'a bougé. Donc le fait que il n'y a pas beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité qui soient si immuables, qui aient pu se transmettre à ce point-là. Et le fait de savoir que ce fil est toujours tiré, est toujours vivant, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Marc Pignal, ce même sentiment de perpétuer quelque chose, peut-être, de mettre vos pas dans ceux de pionniers ou de premiers découvreurs ? Oui, certainement. Il y a une expression que je déteste, c'est des nains sur les épaules des géants. Parce que je trouve que ça représente rien en réalité, c'est de la fausse modestie. Non, on est des géants sur des épaules des géants, c'est pas du tout modeste. Et le principe de conserver des collections naturalistes, c'est justement de pouvoir discuter, converser avec des auteurs, des collègues qui nous ont précédés, mais pas seulement d'il y a 10 ans. Je peux tout à fait discuter avec M. Linné en 1753 parce qu'il a décrit une plante qui m'intéresse, pour laquelle j'ai repris une étude et je vais confronter ses arguments. Et ce n'est pas parce que c'est le dernier qui a parlé qu'il est le meilleur. Les arguments de Linné sont aussi très très bons, on peut les prendre.
On rajoute des choses parce qu'on est dans un autre contexte, mais on est vraiment dans une disposition d'échanger avec tous nos collègues. Un herbier, c'est un de nos prédécesseurs qui s'appelait Michel Adanson. L'Adansonia, c'est une des grandes plantes de Madagascar, puisque c'est le baobab. Et Michel Adanson avait décrit l'herbier comme étant un jardin sans hiver. C'est-à-dire c'est l'endroit où l'on peut mettre au même endroit des plantes qui sont toutes en fleurs. Et comme je vous ai expliqué que c'est la fleur qui nous permet de travailler, de classer, eh bien on a toutes les fleurs du monde au même endroit, et non seulement au même endroit, mais de toutes les régions du monde et de toutes les époques. Donc on concentre à un seul endroit toutes les dimensions. Et ça permet d'être vraiment, chaque année qui passe, on a un outil qui est plus performant, si on arrive à le garder, attention, ça brûle les herbiers, mais si on arrive à le conserver, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Julie Fortier, alors est-ce que vous avez ce sentiment de mettre vos pas dans ceux de prédécesseurs, ou bien est-ce qu'on peut dire que ce que vous expérimentez là, ce sont des champs justement inexplorés dans l'art ? Non, ça je crois pas, parce que la question olfactive, elle est très très présente depuis le début du XXe siècle. Marcel Duchamp a déjà amené des odeurs de café dans des installations, et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ces explorations là. Et moi, de manière très humble, je mets mes pas dans les pas des parfumeurs. Je lis des textes de parfumeurs constamment. Je lis aussi beaucoup d'articles scientifiques, justement pour comprendre en fait d'où viennent les molécules que j'utilise, qui les a inventées, comment ça a été produit, parce que des fois la manière dont c'est produit va me donner des idées, ou quels sont les effets sur l'environnement, va me donner un contexte ou une image pour la construction du parfum. Donc moi je m'appuie vraiment à la fois sur le travail des parfumeurs, sur le travail des artistes et sur le travail des scientifiques que j'essaye de croiser, tout simplement. Dominique Roch, on peut aussi mentionner ceux qui font un travail dans l'ombre, j'ai envie de dire, sur le terrain, de simples citoyens que vous avez l'occasion de rencontrer. Je pense au fameux Jérôme dont vous nous parlez en Haute-Provence, producteur de lavande, et ces personnages qui font en sorte de sauver un héritage, finalement. Il y a une mémoire, une transmission, mais eux décident de remettre, peut-être, de sauver, de produire des plantes qui commençaient à être perdues, c'est ça ? Ben oui, je crois que j'ai cité des grandes matières qui sont parvenues jusqu'à nous, mais les bouleversements du monde sont tels qu'on peut aujourd'hui se poser toutes les questions. Donc cette histoire de la transmission et de l'héritage, elle est posée partout, sur les produits les plus classiques et dans les pays aussi familiers que la France. Ce qui est assez rassurant et ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a un engouement très fort pour ça, et qu'on voit des tas de jeunes gens devenir entrepreneurs de ces cultures de parfum. C'est vrai à Grasse, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Et ça, je crois que les gens qui font ça sont tous rentrés à un moment en connexion avec le passé. Quelquefois, c'est un passé familial, comme les gens que je connais qui font de la bergamote. Ben voilà, ils font de la bergamote depuis 5 générations, et à chaque génération, on voit les techniques évoluer, etc. Donc tout ça est bien tracé. D'autres sont d'installations plus récentes. D'autres, comme les bouilleurs de gomme en Andalousie, les gitans, alors là, c'est aussi très, très touchant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de mémoire, où ils ne cherchent pas à l'avoir. C'est-à-dire quand on leur pose des questions en disant mais ça fait combien de temps là que vous faites ce truc incroyable de faire bouillir des rameaux de cystes? Ils disent ah, mais on a toujours fait ça, c'est comme ça. Oui, mais vos parents? Ouais, nos parents. Et les grands-parents? Oh, peut-être les grands-parents, je ne sais pas trop. Donc, on a ces deux aspects. Voilà, on a l'encens et ses 5000 ans. On a les bouilleurs de gomme que les questions font un peu rigoler. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité là de l'industrie du parfum de vraiment tout faire pour que les histoires continuent. Parce que là, c'est très simple. On peut perdre des produits. On a quelques exemples. Heureusement, on n'en a pas trop. Mais on peut perdre des produits. Il y a une dame qui s'occupe du bois de rose dans la salle. Le bois de rose, c'est quand même une histoire qui illustre complètement le comportement de l'homme au XIXe siècle, c'est-à-dire toute ressource est bonne à prendre, et il faut les prendre vite, tout de suite et tout. Et donc on a
massacré le bois de rose en Guyane jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et puis le bois de rose, il a disparu de la palette des parfumeurs jusqu'à ce que des gens reprennent l'initiative de dire mais on va refaire les choses, on va en replanter, et on va faire différemment, et on va essayer de distiller des branches et de distiller du feuillage pour voir si on peut y arriver comme ça. Donc voilà, la continuité et l'héritage peuvent prendre différentes formes. Ce que je vois et ce que je constate me rend plutôt optimiste. Allez, dernier thème à aborder avant de donner la parole à la salle, justement, au public. Est-ce que vous faites face les uns les autres à une même urgence sur le terrain dans ce contexte de réchauffement climatique et avec tous les défis environnementaux dont on parle? Est-ce que vous êtes impacté d'une manière ou d'une autre dans vos métiers? Marc Pignal. Oui. Oui. Alors, le changement climatique, oui, bien sûr, mais ça n'a pas démarré hier. Un de nos prédécesseurs au laboratoire, qui s'appelait Jean-François Leroy, déjà dénonçait la disparition des forêts à Madagascar. Il pointait vraiment, il mettait le doigt sur tous ces problèmes qui allaient se poser de façon de plus en plus stridente. Donc cette histoire-là, elle a plus de 100 ans. Hein. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant. Des espèces disparaissent, mais on en découvre de nouvelles aussi. Mais il est urgent d'en découvrir de nouvelles, c'est ça? On découvre des nouvelles espèces, on ne les crée pas. C'est-à-dire qu'elles existent déjà et on tombe dessus. Hein, on ne joue pas les apprentis sorciers en fabriquant. En fait, il y a un facteur temps qui est absolument essentiel. Faire une espèce vivante, il faut des milliers, des millions d'années pour arriver à en faire. Donc, une espèce qui disparaît, c'est un héritage de plusieurs dizaines de milliers d'années qui disparaît, qu'on ne pourra absolument pas recréer. Lorsqu'on travaille sur nos herbiers, on sait très très bien que ces plantes n'existent peut-être déjà plus dans la nature. Et j'ai un collègue, il y a quelques années, qui a décrit un genre de légumineuse qui s'appelle Peltieria. Et le titre de son article, c'était « Peltieria, genre nouveau et présumé éteint de Madagascar ». La plante avait été récoltée dans les années 50. La publication était dans les années 90. Et la forêt dans laquelle cette plante a poussé avait tellement été exploitée que, en fait, la plante ne s'y trouvait plus. Donc des plantes qui disparaissent, on peut en avoir comme ça. Bon, la fin est plutôt positive. On l'a retrouvée, la plante. J'allais vous demander quelle plante aujourd'hui disparue rêveriez-vous de voir ressurgir quelque part dans le monde? Alors une plante qui m'intéresserait bien de voir, c'est la violette de Crie. Viola criana, qui est une localité de l'Yonne. C'est une violette tout à fait différente des autres et elle poussait à proximité de carrières de sable. Et des générations et des générations de botanistes ont récolté cette violette parce qu'elle ne poussait qu'à cet endroit, en France et dans le monde. Et puis les activités humaines d'exploitation du sable ont fait que cette violette a complètement disparu. Donc il n'en reste plus que des herbiers. Il y a eu des tentatives à partir des herbiers de récupérer des graines pour pouvoir la faire. Mais là, cette fois-ci, l'issue n'est pas heureuse. Hein. On n'a pas réussi encore à ressusciter cette espèce. Ou à la retrouver, parce qu'on a vu par exemple le retour du sélacanthe, quand on parle de poissons disparus. Bon, sait-on jamais, peut-être un jour. Dominique Roch, une plante ou des plantes à fleurs disparues que vous rêveriez de redécouvrir, vous, pour les parfums? J'aimerais, on l'évoquait avec Julie, je pense qu'on va beaucoup travailler sur faire parler les fleurs muettes. Ça, c'est un très beau sujet parce qu'au fond, si on arrive à faire un muguet fait à partir de la clochette de muguet, ça sera aussi sympathique que d'avoir une molécule de muguet. Je rêverais d'avoir un parfum naturel de giroflée. Je trouve que c'est une odeur fantastique. Voilà. Et juste deux mots sur le changement climatique. Donc, pour ce qui nous concerne, le sujet, au fond, il y en a presque qu'un, c'est l'eau. Partout, de Bulgarie au Guatemala, en passant par l'Inde du Sud et en arrivant sur le plateau de Valensole en Haute-Provence, les régimes de pluie ont changé. Alors, on ne va pas se lancer dans un descriptif, mais ils ont au minimum changé, et en général, pas dans un sens très favorable. Et donc, pour donner une illustration de ça, donc vous savez que le grand produit dans lequel la France reste très forte en aromatique, c'est le lavandin.
qui est donc un hybride de lavande. La France produit 90% de la production mondiale. Une grande partie de ça est sur le plateau de Valençol, là, dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, ce qui se faisait depuis les années 70, simplement en attendant le régime de pluie habituel, automne, printemps, etc., et puis arrivé juillet, on moissonnait et tout allait bien, ben, ça n'a plus bien du tout. Et les agriculteurs, ils sont quand même plusieurs centaines sur des milliers d'hectares, sont en train de se rendre compte que la seule solution, ça sera d'irriguer. Autrement dit, on va passer d'un régime de grande agriculture qui bénéficiait des services de la nature à quelque chose qu'il va falloir maîtriser, faire de l'irrigation au goutte à goutte, plonger dans le lac de Sainte-Croix, faire des stations de pompage, etc. Donc là, on a un exemple qui va sans doute marcher, mais il peut y avoir... Ça peut faire évoluer aussi les odeurs, non, des plantes? Non, ça, je ne crois pas. Pas sur cet exemple-là. On parle de l'influence ou du réchauffement climatique sur les vignobles, par exemple, et sur la qualité du vin. On peut estimer que ça peut avoir aussi des incidences sur la qualité des essences. Oui, moins que dans le vin. Enfin, ça veut dire qu'à terme, toute la floriculture aromatique, il va falloir qu'elle s'équipe pour pouvoir être irriguée. Rapidement, Julie Fortier, juste pour préciser, il y a l'urgence climatique, mais il y a aussi ce retour à la nature qui intervient dans vos réalisations. Je pense au travail mené dans la station d'Antony avec les maraîchers. Et là, vous travaillez sur des odeurs, 8 odeurs diffusées à différents moments de la journée dans cette station pour rythmer le rythme, pour redonner le rythme de la nature, c'est ça? Voilà, c'est le projet. Je travaille pas avec les maraîchers, mais j'ai travaillé à partir du passé maraîcher de la ville d'Antony pour justement développer des ingrédients qui sont issus de déchets de l'agriculture, comme les cosses de petits pois ou les fanes de carottes qui sont pas du tout exploitées. Et on est en train d'essayer de développer des ingrédients à partir de ce qu'on rejette et de ce qu'on mange pas. Moi, je mange les fanes de carottes, mais bon, c'est pas tout le monde. Donc l'idée, c'est ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir 8 parfums qui soient diffusés dans la station de métro avec des plantes qui fleurissent au moment où le parfum est diffusé pour remettre cette question du rythme dans la tête, dans le corps, dans le nez, dans l'esprit, dans le cœur des usagers. Et quand on part travailler le matin, on a des fleurs du matin qui nous accompagnent. Et quand on rentre le soir, c'est les fleurs du soir qui nous accompagnent quand on rentre chez soi pour faire des beaux rêves. C'est une jolie initiative en tout cas. Question dans la salle, si vous voulez bien. Il y a des micros justement à votre disposition. N'hésitez pas. Alors, des volontaires, des souvenirs d'odeurs d'enfance, un patrimoine personnel, familial que vous voudriez partager, ou des questions, tout simplement. Est-ce qu'on a été aussi complet que ça? Peut-être qu'il faudrait se faire sentir des choses, alors, non? On peut aussi, voilà, il y a des propositions d'essence qu'on peut vous faire passer, si vous voulez, mais du coup, je vous laisse, et Dominique et Julie, peut-être dire ce que vous avez présent Peut-être par rapport à l'urgence climatique, je peux vous faire sentir un parfum que j'ai intitulé Le temps pour Horizon, qui est un parfum que j'ai construit à partir d'une molécule qui s'appelle le diméthylsulfure, qui est une molécule qui est produite par le plancton. Et en faisant mes recherches, j'ai lu un article scientifique qui disait que cette molécule participe à la régulation du climat parce qu'elle agrège dans l'atmosphère, elle agrège les molécules d'eau, elle aide à la formation des nuages. Et quand je lisais cet article-là, l'Australie est en train de brûler amèrement et je me suis posé la question, est-ce que l'Australie brûle parce que la barrière de corail meurt et que tout est lié et qu'on est peu de choses et qu'il faut faire attention pour préserver. Donc je peux vous faire sentir, ça va peut-être vous inspirer. Et puis on peut aussi tenter une expérience à l'aveugle, c'est-à-dire voir avec Dominique Roch pour qu'il vous fasse sentir quelque chose sans rien vous dire et en vous demandant mais ça évoque quoi pour vous? On peut tenter ça aussi. Alors est-ce qu'il y a des volontaires? Soit vous levez la main et on vous amène telle ou telle mouillette et on recueille vos réactions. Allez, oui, mettez-vous debout pour les volontaires. Et volontaire avec les deux propositions, si vous voulez. Il n'y a qu'une volontaire? Ouais, voilà, super. Ouais, ça vaut le coup quand même. Hein. Allez-y, ouais, mettez-vous debout, on va venir jusqu'à vous.
animal, ça a plein de facettes. Ouais. Mais j'ai pas travaillé, j'ai pas... Voilà, là j'ai les deux. Là, il y en a. Il y en a Deux anonymes. deux anonymes. Alors là, ce sont deux anonymes qu'on va vous faire. On les fait passer comme ça. Oui, oui, oui. Alimentaire. En fait, j'ai une formule, c'est une recette en fait. Là, ça, je peux pas le reproduire parce que là, c'est de la macération dans l'alcool et d'un mois à l'autre, ça change complètement. Mais ça, oui, ça, j'ai une recette, j'ai des molécules, des huiles essentielles, je le reproduis, j'ai toute une manière d'assembler et des proportions en fait. Mais ça, par contre, je peux pas le reproduire parce que d'une année à l'autre, je peux m'approcher, mais je peux pas. C'est comme un cru. Derrière. J'en fais deux autres anonymes. Deux autres anonymes. Très bien. C'est bien ça. Je peux pas mélanger là. Ah, ça sent tellement bon. Vous pouvez venir sentir. Hein. Ah, ça là. Deux autres, un autre Donc, groupe d'anonymes. Ah oui, alors mais après, vous saurez ce qui a été distribué ou pas? Mais on va entendre s'il y a Se des sentir soi-même. Allez. Dire ça même. Si vous êtes saturé, vous vous sentez vous-même. Alors, Je ne sens pas. Donc, peut-être pas nécessairement les sels, mais... Et si vous sentez fort vous-même, ça nettoie vos muqueuses. Et la manière de sentir pour pas saturer ces récepteurs sensoriels, c'est aussi de flairer bon, le tout, c'est- doucement comme les chiens. Donc, inspirez, expirer, inspirez, expirer doucement comme les petits chiens qui s'approchent de vous. Et de cette manière, en fait, ça crée une turbulence et ça permet aux molécules de venir se placer dans vos récepteurs. Alors Julie, peut-être pour ceux qui ont pu sentir les mouillettes de ce que vous avez proposé, donc c'était les mouillettes les plus fines, hein, c'est ça? C'est ça. Est-ce que certains voudraient réagir sur les mouillettes les plus fines, hein? Ce sont pas celles à l'aveugle pour l'instant, voilà. Donc ce que vous aviez dit, Julie, c'était redonnez-nous un petit peu le. Oui, Oui, merci. allez-y. Hélas, le Covid long est passé par là. Ah, Donc, on rentre dans l'actualité aussi d'une autre Oui. manière. oui. J'étais hospitalisée pour une fracture de cheville. Et un beau jour, j'ai dit, tiens, mon parfum ne sent plus. Ah. Ah oui. C'était il y a plus d'1 an. Et hélas, Vous n'avez pas retrouvé l'odorat. oui, Et vous savez que vous pouvez, en vous entraînant, oui, bien sûr. vous pouvez, mais ça, c'est un long entraînement. Essentiel. Et pas tous Ouais. les jours, mais j'essaye de tous les jours Ouais. de me forcer. Parce Et que donc vous savez là- aussi, quand on apprend en tant que parfumeur, il y a certaines molécules pour lesquelles on est totalement insensible parce qu'on n'a pas les récepteurs. Et on apprend à s'entraîner, à sentir tous les jours pour développer cette réception de l'odeur. Si ça pouvait revenir, ça serait Bon. génial. Ouais, je vous le souhaite. Souhaitez en tout cas. Alors, qui veut? Allez-y. En fait, il me semble que c'est un mélange de parfums, en fait. J'ai une odeur de mangue et une odeur de lavande. Je sais pas, on dirait que c'est un mélange, en fait. Ça, c'est sur la mouillette fine ou bien sur les mouillettes? Une mouillette fine. La fine. Ah, la fine, une odeur de mangue. Et Incroyable. de génial. lavande, en fait. Je crois que les deux parfums sont mélangés, en fait. Ah ouais, mangue et lavande mélangées. Ouais, c'est intéressant de voir ce que. Alors les mouillettes fines. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Allez-y, tout en haut. Oui. Monsieur aussi. Moi, ça me fait penser plutôt au concombre Oui, et la terre. ouais. Il y a un côté aqueux, il y a un côté très Voilà, haut. c'est ça. Euh, Moi, je vois beaucoup Ouais. le concombre et la terre, et puis Ouais. une petite fleur, mais je sais pas c'est quoi, mais quelque chose de fleuri aussi. Mais c'est très concombre, quoi. hein, oui, tout à fait. Allez, qui veut encore réagir? Oui, j'avais pensé exactement au concombre, plus une fleur, quelque chose, un concombre parfumé, mais je ne sais pas quelle fleur. Alors, on recueille encore 2-3 réactions et puis on. C'est bien ce. C'est ça. Ça. Oui. Et vous avez dit que c'était un. J'ai construit le parfum à partir d'une molécule qui est produite par les planctons, qui s'appelle le diméthylsulfure. Et là, c'est extrêmement dilué parce que quand mon ami chimiste m'a fourni la molécule, il a averti tout le campus qu'il allait ouvrir la bouteille. Parce que tout le campus baignait dans cette odeur. Quand c'est très concentré, ça a une odeur de
paix ou de choux très fermentés. Ah, ben voilà. Et là, c'est extrêmement dilué, c'est à 0,00001%. C'est ça qui est extraordinaire parce que c'est une odeur extrêmement discrète, suave, tout ce qu'on veut. Et mes pauvres connaissances en chimie me disent que les produits organo-sulfurés ont une odeur absolument infecte. Oui, mais quand c'est dilué, ça peut devenir intéressant. Après, j'ai habillé cette molécule avec des épices, avec d'autres absolus, d'autres fleurs et même des céréales. Là, il y a de l'absolu de son de blé. C'est intéressant ça, cette histoire de l'importance de la dilution. Oui, c'est capital. On va partir du côté des mouillettes à l'aveugle. Alors, vous en avez eu 4. Je pense que selon ce que ça va évoquer chez vous, Dominique Roch pourra tout de suite, j'imagine, identifier. Hein. Moi, là-dessus... Ah. Non. Mais alors, du camphre? Non, pas de camphre, pas de vétiver. Alors, d'autres réactions? Peut-être prenez le micro quand même pour qu'on puisse vous entendre un petit peu mieux. Oui, allez-y. Donc j'ai un petit souci d'odorat. Du coup, je fonctionne un peu différemment. Je fonctionne au ressenti. Et il y en a un des deux qui m'a fait ressentir quelque chose comme un peu vieux, des fleurs un peu vieilles. Et comme des fleurs un peu fanées. Et l'autre qui m'a fait ressentir une chaleur et ça m'a fait chauffer le cœur. Et c'était hyper... ça m'a amené beaucoup de chaleur. Et juste pour la petite mouillette, ça m'a chauffé au niveau de la gorge. Les petites mouillettes fines ou bien les mouillettes triangulaires? C'est la mouillette fine, gorge. Et pour les deux autres, c'est ce que... Que ça vous chauffe la gorge, c'est pas étonnant parce que c'est une odeur qui est très iodée. Et l'iode est nécessaire au fonctionnement de la glande thyroïde. Vous avez une approche synesthésique, en fait, des odeurs. Et vous utilisez votre corps pour pouvoir les percevoir. C'est super intéressant. Je compense. Alors, d'autres réactions sur les mouillettes à l'aveugle, peut-être avant de laisser Dominique Roch réagir. Je pense que là, vous êtes plusieurs à sentir. Du côté de Zoé, qui peut vous amener le micro. N'hésitez pas. Je crois que madame, vous en avez reconnu une. Oui. Ah. Une des 4 mouillettes, c'est du santal. Je pense que ce que vous avez, quand vous dites vétiver, à mon avis, vous réagissez à la mouillette patchouli, et qui est peut-être aussi ce qui vous a fait réagir en tant que vieille fleur, possible. Et l'odeur très très chaude, ça pourrait être le cyste. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a senti une odeur très chaude, très ambrée, très enveloppante, très puissante. Et il y en a une qui se dégage un peu des 3 autres, c'est une note citrus, c'est la bergamote. Vous l'avez, celle que vous avez. D'accord. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres envies de réagir, de dire quelque chose avant de clore cette rencontre, en tout cas sur ce moment partagé avec ces essences, c'est vraiment chouette. Non ? Ah oui, vous vouliez réagir, madame ? Oui, moi c'est une odeur bizarre du bord de mer. Ah oui. Ouais, complètement. Il y a le côté algue. Et, ouais. Ouais. Oui. C'est toujours difficile de définir une odeur. Oui. Les couleurs, c'est facile. Les odeurs, c'est beaucoup. Oui. C'est pas toujours facile les couleurs, mais les odeurs c'est difficile en fait parce qu'elles sont séparées de leurs référents. Donc on n'a pas de prise et on n'a que son expérience et ses souvenirs, les images, les couleurs, le son. Et quand on apprend en parfumerie, on apprend beaucoup à mémoriser les odeurs avec les autres sens parce que la difficulté c'est qu'on n'a pas de mots en fait, on n'a pas de langage spécifique pour les odeurs. C'est pour ça que c'est on perd pied. Ouais. Mais avant de partir, je voulais vous offrir un projet qui est une carte postale parfumée, donc n'hésitez pas à venir chercher. Est-ce que vous y ajoutez avant de clore les uns les autres quelque chose? Non, c'est bon? Non, c'est Voilà. bon. On était très On est contents. entouré d'effluves là en tout Quelqu'un cas. qui a une question, oui. Ouais.
J'ai une question un peu naïve. Est-ce que vous, dans l'approche de l'odeur et du ressenti, en fait, on est très ici anthropocentré, est-ce que certains d'entre vous utilisent une approche animale, en fait, pour essayer de voir le comportement animal, qui a effectivement des talents autres que les nôtres, en termes de comportement et sur les odeurs, en fait, quoi. J'ai déjà fait une performance où j'avais été invitée dans un restaurant à faire un repas. Et j'ai proposé de faire un repas pour les chiens et leur maître. Et comme les chiens savent pas lire, j'ai fait un menu sous forme d'odeur. Mais comme les chiens ont une odorat beaucoup plus développée que nous, donc j'ai dilué le parfum pour pas que ça soit trop agressant pour eux. Mais les chiens ont mangé mes mouillettes quand je leur présentais. Voilà. Donc les chiens ont à la fois cette odorat surdéveloppée, mais en même temps, ils n'ont pas de mots pour les décrire. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est que quand on n'a pas de mots, on est dans un état un peu incertain. On dit oui, je connais, ça me fait penser, mais je suis pas sûre. Mais si admettons, quand Dominique a dit oui, le santal, ah, ok, oui, le santal, tac. Là, la sensation, le mot vient encadrer, vient nous donner de la stabilité, mais en même temps ferme. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui a perçu le santal autrement, comme étant un peu du carton mouillé ou une odeur. Non, c'est vrai qu'on distille pas du carton mouillé pour faire un ingrédient en parfumerie, mais il peut y avoir d'autres entrées, d'autres images. Mais quand on nomme, ça vient stabiliser et ça vient aussi légèrement fermer la sensation. Allez, une dernière remarque et ensuite il faudra qu'on rende bien sûr les clés au muséum. En termes de recherche, est-ce qu'il y a eu déjà des relations entre les typologies de formes, de fleurs par exemple, et les typologies d'odeurs? Un lien entre les formes et les odeurs. Lien entre les formes et les odeurs. J'ai un exemple d'une orchidée qui s'appelle l'Ophrys. Et en fait, c'est une histoire de phéromones plus que de parfum. Enfin, c'est un parfum, finalement. L'Ophrys émet l'odeur d'une abeille femelle. C'est un processus qu'on appelle de pseudo-copulation. Et il se trouve qu'au début de la saison, les mâles des abeilles naissent avant les femelles. Et en fait, n'ont que cette fleur qui émet ce substitut de femelle. Et donc, bizarrement, pour vous expliquer, la fleur aussi ressemble beaucoup à une femelle. Donc vous avez l'Ophrys bourdon, l'Ophrys mouche, l'Ophrys abeille. Voilà, c'est ces différents insectes qui sont utilisés. Alors, ce sont des espèces sauvages, c'est pas de notre Apis mellifera, mais c'est d'autres espèces. Voilà, donc il y a un lien. Mais une typologie, je suis pas sûr que ça a été fait de façon tout à fait scientifique, à part ce petit exemple. Merci à vous tous, merci à nos invités. Julie Fortier, je précise que vous avez une exposition visible à la Fondation Martel à Cognac jusqu'en novembre et à partir du mois de mai, une pièce à découvrir à la Fondation EDF à Paris. Dominique Roch, je recommande chaleureusement votre livre Cueilleur d'essence paru chez Grasset. Et puis Marc Pignal, on peut signaler que au muséum, il y a un atelier sciences et arts et à recommander aussi la plateforme Les Herbonautes. Bien sûr, toutes les informations seront à retrouver sur le site du muséum. Direction, voilà, le Muséum national d'histoire naturelle. Merci à vous.